Bonjour à tous, je me trouve ici à l'aéroport d'Orly où va se dérouler dans quelques instants une action organisée par le groupe Opération Spéciale Gilets jaunes. Ils entendent faire de la pédagogie auprès des voyageurs concernant la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris, qui, comme vous le savez, a été entériné cet été par l'Assemblée nationale et qui a donné lieu ensuite à un projet de loi référendaire qui, s'il est signé par 4,7 millions de Français d'ici mi-mars 2020, obligera Macron à organiser un référendum national sur cette question de la privatisation d'Aéroport de Paris. C'est donc une question très importante dont nous allons parler aujourd'hui. On va aller voir ça de plus près. C'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu es mal, c'est pas grave. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bah, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Bonjour. Alors, Bonjour. dis-moi, c'est quoi l'objet de l'action aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est pour sensibiliser la France entière qu'il faut absolument qu'on ait les 4,7 millions de signatures contre la vente d'ADP. On ne peut pas laisser partir notre richesse nationale qui est notre service public sur lequel nous avons du bénéfice. D'accord. Et on en est où là au niveau des signatures aujourd'hui ? On en est hier soir, j'avais marqué 726 000 signatures. Il faut vite arriver au 1 million avant la fin du mois. Et si on dépasse la barre des 1 million, j'en suis sûr et certain qu'on arrivera très très vite aux 4,7 millions. Parce que là, si on fait des projections, avec le rythme de signature quotidien qu'on a, on n'atteint pas les 4,7 là. Mais moi je pense que les politiques qui ont dit non à la vente de l'ADP, s'ils appellent de leur côté tous leurs électeurs, les 4,7 millions peuvent être faits en un week-end. Il faut qu'on se batte, il faut garder ce qui nous appartient. Et voilà, c'est à nous que ça doit être les sous, ça doit être rentabilisé pour nous et pas pour toujours ceux qui veulent se partager. Voilà. Alors pourquoi on ne réunit pas assez de signatures ? Pourquoi il n'y a pas le rythme de signature qu'il faudrait pour atteindre les 4,7 millions ? Alors parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes, vous savez très bien, parce qu'il faut être inscrit sur les listes si on n'est pas inscrit. Donc là, il y en a plein que je leur dis, inscris-toi avant le 31 décembre, parce que nous avons jusqu'au 12 mars exactement pour pouvoir... Ça a bien avancé au départ, on a 728 000 là, je crois. Hein. Voilà, donc ça avait stagné à 600 000 et tout. Donc je pense qu'en effet, c'est la plupart, c'est ceux qui sont inscrits sur les listes. Et là, en effet, puis là, il faut communiquer, voilà, expliquer aux gens, prendre le temps, voilà. Il faut prendre la main qui nous est tendue. Et d'ailleurs, le gouvernement a ce référendum honteux, puisqu'il ne communique pas dessus et que l'accès Internet est très difficile. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui essayent d'aller signer sur le site du ministère de l'Intérieur pour enclencher ce référendum d'initiative partagée est très compliqué. Donc, on est là pour expliquer les choses et mobiliser les gens. C'est une occasion unique. Si on n'a pas la possibilité d'enclencher ce référendum d'initiative partagée, oubliez le RIC. On ne peut pas demander des choses et pas être en cohérence avec ses revendications. Alors mobilisez-vous. Et pourquoi pas avoir fait une manifestation normale sur les Champs-Élysées aujourd'hui ? Cet aéroport est à nous. Il est à nous. On se fait entendre là où le lieu doit être. C'est l'aéroport, donc on est à l'aéroport, ça marque. Et puis on est visible aux yeux des étrangers. Et puis il y a les journalistes, et il y a les étrangers, les touristes qui voient ce qui se passe. Comme ça, on ne peut pas cacher. Parce que si on va faire ça sur Paris, on ne sera pas spécialement filmé. Que là, on est à Orly, ça choque. Il y a du monde, ça choque. Ils ont eu peur. On a parlé, on a échangé avec eux. Ils ont eu peur un peu que ça parte en vrille ou qu'aux caisses. Et là, comment réagissent les voyageurs par rapport à cette action pour le moment ? Ils sont plutôt surpris, je pense qu'il y en a qui se disent tiens, les gilets jaunes existent encore. Et tous les gens qu'on entend nous disent bravo, continuez. D'accord. Les gens des commerces sont vachement avec nous. Les policiers qui travaillent à l'aéroport, j'ai pu discuter avec certains, même des hauts gradés, qui sont totalement avec nous et qui veulent totalement pas que l'aéroport soit privatisé. Ils peuvent pas le dire parce qu'ils ont leur fonction de policiers, mais sinon, ils sont totalement avec nous. Ils sont plutôt bienveillants. Ils sont bienveillants en fait. Ils nous ont dit vous serez pas nassés, vous serez pas gazés, vous serez pas matraqués si tout se passe bien. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement qu'ils nous laissent faire nos manifs. Pas nous massacrer comme ils nous massacrent. Voilà. On leur a jamais demandé de déposer les armes. On comprend qu'ils aient des familles, qu'ils aient des gens à nourrir, c'est normal. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous laissent faire nos manifs. Quand tu vois que à peine commencé à 14h, à 15h, t'es déjà gazé et t'es déjà frappé. Voilà. C'est pas le cas aujourd'hui. Là, on est dans un aéroport, donc ils sont pas totalement cons quand même. Je leur laisse le bénéfice du doute.
J'ai appris qu'en effet, il y avait des policiers délinquants. C'est quoi un policier délinquant? Voilà, donc en effet, ce sont tous les petits baqueux. Voilà, des fois, moi j'ai travaillé à Créteil et tout, et des fois je peux, en effet, on peut les confondre avec des jeunes de banlieue, en effet, qui font là, les gros trucs et tout. Voilà, mais moi là, on a Mais fait... il ne faut pas généraliser. Non, mais là, l'autre fois, regarde, on a fait la rue Pâté, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et tout. Le lendemain, il y a eu le rendez-vous là à l'Arc de Triomphe. C'est bon, il y en avait un avec un ballon jaune, on lui a éclaté, donc j'ai commencé la médiation. Il y avait les 3 baqueux qui étaient là, qui avaient chopé 3 filles et tout. Et voilà, j'ai dit arrêtez de filmer aux autres, on les encercle et tout. Alors du coup, tout le monde a commencé à encercler et du coup, les flics ont encerclé et tout. Voilà, parce que voilà, on commençait à se bouger. Il faut arrêter de filmer. Il y a des gens qui filment. Moi, je filme voilà 5 secondes pour mon Facebook personnel et tout. Mais après, voilà, il y a toi, il y en a d'autres, autre chose. Il y a les liveurs qu'on connaît et tout. On les laisse filmer eux. Voilà. Et après, nous, on a un rôle. Quand on voit 2 femmes qui sont violentées, on doit intervenir. Et bien, mine de rien, la dernière fois, ça s'est bien passé. Le mec, il est venu me disant oui, mais la fille, elle voulait pas se laisser faire. Bah, j'ai dit c'est normal, tu l'as violentée, qu'elle ne cesse pas faire. J'ai dit aujourd'hui, on ne peut plus accepter. Ce n'est plus acceptable, ça. Et ben, je sais pas, j'ai senti un déclic, peut-être, voilà. Alors, c'est vrai que dans le monde, on m'appelle la bisounours, hein, mais moi, peu importe. Voilà, moi, j'y crois et tout. Voilà. Pour l'instant, moi, je suis pas à ce qu'on n'ait pas une police, qu'il n'y a pas de police en France. C'est pas possible. On n'est pas prêt et tout. Voilà. Il y a des pays qui font ça, mais moi, je pense qu'on n'est pas prêt. On a eu encore le débat, encore hier, avec des armes et autre chose. Voilà. Les Français sont pas encore prêts. Donc, on a besoin de la police, mais de notre côté, du côté du peuple. Non, il faut faire aussi une sélection sur la police. Il faut faire une sélection, voilà. Parce qu'en effet, les baqueux délinquants, moi, je n'en veux pas. Voilà. Moi, je leur dis, vous dégagez, vous n'avez rien à faire dans la police, voilà. Voilà. Sauf qu'en effet, puis il faut les soutenir. Moi, c'est sûr, je vais me faire haïr. Mais bon, moi, je dis, il faut soutenir. Les CRS sont là au cas où, mais ils n'ont aucune légitimité dans l'aéroport. D'accord. C'est le sous-préfet qui est ici de l'aéroport qui gère ces hommes et qui nous suivent pour nous protéger. Les CRS sont juste là au cas où vraiment s'il y a des débordements, de la casse. Mais comme les gilets jaunes, pour la plupart d'entre eux, sont des gens de bonne famille qui ont juste envie de bouger leur cul et qui ont envie d'un meilleur avenir, ils ne sont pas dans la violence. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est ce qu'on essaye de dire aux gens, que tout va bien se passer, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. D'accord. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a insulté, il m'a dit ferme ta gueule. Et pourquoi? Parce que je lui disais monsieur, intéressez-vous, vous avez une petite fille, vous avez une épouse, peut-être posez-vous 2 minutes pour essayer de comprendre nos revendications. Non, ferme ta gueule, des insultes. Donc il y a des gens qui sont absolument pas informés de ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Ils sont même hostiles à ceux qui les cherchent à... Voilà, on est très peu nombreux, on est pacifistes. Voilà, on essaye d'informer, on a des petits tracts, des petits autocollants, on est gentils. Vous voyez, on n'est pas nombreux, on a essayé de faire une petite action. Parce que les médias ont quand même travaillé pendant des mois l'opinion publique pour vous faire passer pour des casseurs, des méchants, des gens d'extrême gauche, d'extrême droite. Des séditieux, en effet. Mais bon, la preuve, c'est que ça fonctionne. Sa femme, par contre, était très hostile au dire de son mari, quand même. D'accord. Une petite fille de 2 ans dans une poussette, entend son papa engueuler une femme, je ne ressemble pas à une voyou ni à une casseuse, donc c'est un petit peu déplorable, quoi. Comme quoi, les gilets jaunes suscitent le débat. C'est déjà bien. C'est ce qui me plaît, c'est pour ça que je continuerai. J'ai failli un petit peu arrêter, oui, je l'avoue. Mais quand je vois que même sur les mainstream, on reparle de nous tous les jours. Aujourd'hui, on était cités sur toutes les grandes chaînes, comme quoi il y avait Lyon, Nancy, Lyon, Nantes, de très grosses actions. Donc je pense que le combat est toujours là et on n'arrêtera pas. Vas-y. Anti-capi. Siamo tutti antifascisti. T'as vu, je m'améliore. Tu t'améliores. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai même le petit rythme des mains et tout. Oh non, ça c'est facho, ça. Moi je me gare. Ok, donc en fait, ils distribuent des tracts aux voyageurs. Référendum contre la privatisation des aéroports de Paris. Macron a peur que vous signiez la pétition qui le forcera à déclencher un référendum contre la vente de nos aéroports à une multinationale. Signez-la, www.referendum.intérieur.gouv.fr. Ne laissez pas Macron vendre nos biens. Ajoutez votre voix aux 4,7 millions de signatures nécessaires. Déjà plus de 600 000 inscrits. Donc en fait, c'est ça l'objet de l'action. Et quelques chants contre la privatisation d'ADP. Alors est-ce que cette action est un succès ou plutôt un échec? C'est un succès parce qu'il faut venir à Orly. Donc déplacer comme ça des gilets sur Orly, c'était une gageure et on l'a fait.
D'accord. Et pourquoi avoir mené cette action plutôt qu'être allé sur les Champs-Élysées ou Il y a une braderie aussi des aéroports, du patrimoine national en un mot, et c'est bien d'être là. Ça fait partie de notre combat. Comment vous voyez... C'est légitime. D'accord. Et les gens, comment perçoivent-ils votre action là? Les gens qui nous entourent. Non, moi je pense qu'on rencontre pas l'adhésion évidemment du plus grand nombre. Il y a plein d'étrangers, ils sont pas là pour ça, mais il y a des témoignages de soutien et on apprécie évidemment. Et ils nous témoignent directement, ils prennent nos tracts, il n'y a aucun problème. Pourquoi les Français ne sont-ils pas massivement mobilisés? Ils vont le faire. On ne désespère pas de ramener dans les cortèges la masse du peuple français, parce qu'elle est en réalité derrière nous. Ok, mais qu'est-ce qui manque pour qu'elle vienne sur le terrain? Mais elle a été effrayée par la terreur de l'État, cette espèce de violence déclenchée, extatique, déclenchée par l'État. Mais ils vont venir. Ce qui manque, c'est un petit étincelle, mais elle va venir. Ouais. Ok, donc ce qu'on peut dire, c'est que cette opération a rassemblé quand même plus de gens que celle qui avait été organisée à Roissy, je ne sais pas si vous en souvenez, contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Là, il y a plus de 150 personnes, je dirais. La dernière fois, ils avaient réussi à réunir moins de monde quand même. Alors les Gilets jaunes, vous existez encore? Jusqu'à la fin, on lâche rien. Ouais. Tant qu'on n'aura pas les augmentations de salaire, les baisses des taxes, là, on se bat pour le ADP. Et après, ça sera le RIC, parce que le RIC, ça revient aux citoyens, c'est tout à fait normal. Et on ne lâchera rien. Nous, on a des enfants, on veut un avenir meilleur pour nos enfants. On a la marque qui revendent les autoroutes, qui revendent toute la France, qui dépouillent la France. Et en plus de ça, c'est bizarre parce qu'ils revendent à leur famille. Là, c'est qui a... Là, ils ont passé à 80, pourquoi? C'est celui-là qui a financé la campagne à Macron, les 80 à l'heure. Et là, il repasse à 90. Ça veut dire que l'autre, il a payé la campagne à Macron gratuite. On est d'accord? Et ça, c'est toujours pareil, c'est toujours la famille qui reprend ou des trucs comme ça. On a payé ça avec nos impôts depuis des dizaines d'années, même 50, 60 ans les autoroutes. Et maintenant, ils ont vendu, ils s'engraissent les bénéfices et nous, on paye les impôts. Là, ils vont priver EDF. Ils vont séparer EDF, la partie privée qui est rentable, ils vont la vendre. Et puis les centrales nucléaires, on va se les payer combien de centaines de milliards ça va nous coûter les centrales nucléaires. Tout ça. Donc c'est pas des bonnes affaires pour le peuple en fait? Pas pour le peuple, non. D'accord. Ça rapporte rien au peuple. C'est plus le temps des rois qu'ils sont organisés. Hein. Ouais. En même temps, les Gilets jaunes aussi ont la technologie, ils ont les réseaux sociaux, vous avez vous-même un smartphone. Ouais. Ils nous bug à mort. Hein. Ils coupent tout. Hein. Ah, on est d'accord. Ils censurent, ils coupent les vidéos. C'est des malins. Pourquoi Macron, il a reçu... comment c'est, celui-là de Facebook. Ouais. Et depuis qu'il l'a reçu, nous on bug à mort, des millions de vues. On a 30 000 vues maintenant, qu'avant on tournait à 100 000 vues. Et à chaque fois ça bug. D'accord. Alors bon, après voilà, c'est tout, mais bon, ils veulent pas qu'on parle. Mais c'est sûr, 4,5 millions, c'est difficile à avoir. Les jeunes, ils connaissent pas, ils savent pas. Les vieux, ils en ont rien à foutre, ils vont mourir. Mais c'est ça le problème. C'est la tranche d'âge des 50-60 ans qui votent, parce qu'ils ont payé avec leurs impôts. C'est tout. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est très dur, c'est fait exprès. Pourquoi Sarkozy a fait ça? C'est vrai que c'est irréalisable. Mais on aura au moins 2 millions, c'est sûr. 2 millions, on les aura. Et il y a des gens qui disent, mais c'est quoi? Il y en a même qui disent, oh, je prends pas l'avion. Ah oui, d'accord, ouais. Comme ils ne le prennent pas, ils pensent que ça ne les concerne pas. Voilà. D'accord. Alors que quand même, là, on va se prendre une bonne... Vous-même, vous avez signé le projet de... On a eu beaucoup de mal d'ailleurs, parce que moi je suis informaticien et je n'ai pas réussi. Ah, d'accord. Et donc c'est notre amie Mireille qui, elle, a réussi. Et elle en fait sur les marchés, donc elle sait le faire. Donc maintenant, quand j'ai des amis qui veulent signer, je les envoie à Mireille. Il est exceptionnel que ça passe du premier coup. Il faut déjà évidemment aller sur le site. Ensuite, il faut aller chercher dans ces 4 paragraphes lequel est le bon. Donc, déposer un soutien. Ça marche. Première complication quand vous le faites depuis un téléphone, c'est que là, ça se voit pas, mais il y a une petite coche à faire. Je vais montrer un petit peu plus. Ah oui, ça se voit pas très bien. Elle est là. Ok. La case pour mettre je soutiens est invisible. Ah ça c'est énorme. Première page. Ensuite, je fais suivant. Alors, jeune homme, je vais avoir besoin de ta pièce d'identité. Moi, j'y suis arrivé assez facilement. Eh ben, moi, parce que vous avez une ville avec un seul mot, quoi, en fin de compte. Ah, d'accord, oui, effectivement. C'est les villes... Oui, parce qu'il faut rentrer. Ouais, bah, je suis baisé. Voilà. S'il faut les tirer, pas les tirer. Et puis en plus, il y a le code INSEE, le code CP, enfin bref, ils ont fait tout pour qu'on ne puisse pas. D'accord. Et l'autre jour, la porte-parole du gouvernement a dit « Mais pourquoi voulez-vous qu'on fasse de la pub pour ça? On est contre !» Ouais, bah ouais. Bah oui, c'est évident, hein.
Je peux vous dire qu'ADP, c'est pas seulement un aéroport ou 2 ou 3. En fait, c'est 3 aéroports principaux, Roissy, Orly et Le Bourget. Et ensuite, toute une série de sociétés ici qui vont être vendues avec. Donc il y a ADP Management, ADP Ingénierie, ADP Télécom, Gestion, Immobilier, CDG Eval. Vous avez aussi Hub One, c'est une société de télécom. Orlyval, c'est une autre navette. Et JC Deco, le fameux afficheur Airport Paris, c'est sûr qui va être vendu aussi. Et le musée de l'histoire de l'aviation. Et le musée de l'histoire de l'aviation qui se trouve où ? Qui se trouve au Bourget. D'accord. Au Bourget, il y a tout un tas de trésors qui sont nationaux, qui appartiennent au peuple. C'est public, tout ça, les premiers avions qui ont volé, etc. On va les donner à qui, d'après vous ? Et en même temps, Vinci dispose de 8% du capital, donc c'est forcément lui le repreneur. Vinci, voilà, c'est ça. Voilà. En même temps, ouais. Et en même temps, Vinci, c'est une société soi-disant française. C'est une société française, mais c'est une société privée. D'accord. ADP, c'est public, enfin jusqu'à présent, quoi. Donc ça appartient au peuple, c'est ça le truc. Ça a été créé donc en 1945 par le gouvernement provisoire du CNR, Conseil national de résistance, quoi, qui faisait tout un tas de créations pour le bien public, l'intérêt général en fait, quoi, le bien commun, ce qu'on appelle le bien commun. Et tout ça, on va le donner à qui ? À un investisseur privé, quoi. Enfin, donc il y a des actionnaires, des gens partout dans le monde. Tout ça, exactement. Donc tout ça va partir dans les poches de quelqu'un qu'on ne connaît même pas, en fait. Voilà. Est-ce que vous connaissez, vous, le directeur de Vinci ? Non, pas du tout. Voilà, on ne sait même pas qui c'est. Donc du coup, voilà, c'est lamentable, quoi, en fait. Cette année, il y a 73 millions de voyageurs à Roissy. En 2010, j'ai eu les chiffres hier, c'était 53 millions. Donc il y a un accroissement du trafic, un accroissement de l'argent récolté. Il n'y a aucune raison de vendre quelque chose qui rapporte. Voilà. Alors, l'argent va servir à équilibrer le budget par rapport aux règles de Bruxelles, les fameux 3%. Il faut savoir que les Allemands ne respectent pas les règles de Bruxelles, puisqu'ils ont un excédent de leur balance des paiements qui dépasse 6%, qui est à 9%. Ils devraient réinvestir leur excédent de balance de paiement. Donc, on nous oblige, nous, à respecter les 3%, mais on n'oblige pas les Allemands, etc. Donc on trouve que c'est injuste, on vend les bijoux de famille. Également, on va vendre les barrages. Or, ces barrages, ils nous rapportent, ils ne coûtent pratiquement rien. Et les Allemands, ils ont obtenu une exonération. Eux, ils ne vendront pas leurs barrages. C'est quoi cette politique ? On désavantage les pays faibles. La France était le principal concurrent de l'Allemagne. On désavantage la France au profit des Allemands. C'est ça le système, la politique de Bruxelles, dont la privatisation. C'est comme ça que nous interprétons les choses. Et comment les gens perçoivent-ils ça là ? Vous êtes ici, vous distribuez des tracts. 80% des gens sont contre la privatisation. Et il y a évidemment une grande inertie, c'est-à-dire les gens y vont, etc. Mais les réactions hostiles sont très rares, très très rares. C'est plutôt on les dérange parce qu'eux, ils font leur business, quoi. Mais c'est tout ce qu'on peut avoir. Et là, on voit une colonne de CRS qui passe devant nous. Ils sont très gentils, ils ont reçu des ordres de pacifiques à notre égard. Ils font comme si ils nous ignoraient. Ils ne nous mettent pas des contraventions à 135 €, ce que je craignais. C'est bon. C'est bon, ils sont corrects, ils sont là. Bon. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 polices. Il y a la police de l'aéroport qui est favorable aux Gilets jaunes, puisque tous les aéroports sont favorables au maintien de l'état actuel, ainsi que toutes les compagnies aériennes. Qu'est-ce qui va leur arriver à tout ce personnel ? Ce personnel, son avenir, en 2010, il y avait 12 000 personnes à ADP. Je ne sais pas exactement, mais vous imaginez que s'ils sont privatisés, ce ne sera pas la même chose. Il y a également un problème environnemental, c'est-à-dire que quand les voisins se plaignent du bruit, ils s'adressent à l'État, et l'État est redevable devant le tribunal administratif, etc. Quand ça sera privatisé, les voisins qui auront eu du bruit, ça sera beaucoup plus compliqué de faire condamner des boîtes privées. Ça, c'est un autre problème, etc. Alors, les compagnies aériennes sont vent debout contre, parce que ça va augmenter le prix des billets, puisque l'État il prend le minimum à l'heure actuelle sur les billets, qui a l'État à 56%, je ne sais pas combien. Quand ça sera totalement privatisé, on imagine que ça sera comme les autoroutes, ça va dérailler. Voilà. C'est vrai que la privatisation des autoroutes a eu des résultats... La privatisation des autoroutes qui a eu de 2006 à 2018, ça a produit 27 000 millions de dividendes. 27 000. C'est M. Endevelt, qui est journaliste au Monde diplomatique, qui l'a déclaré dans le journal de juin de cette année. Vous pouvez vérifier les sources. 27 000 milliards, 27 milliards, c'est-à-dire 27 000 millions
ont été versés en dividendes. Les dividendes ne sont pas touchés par des gens comme vous et moi. Ils sont touchés pour l'essentiel. Quand le gouvernement veut privatiser, il va décider d'un taux où il y aura de répartition entre les individus comme vous et moi et les fonds de pension. Est-ce que les fonds de pension auront 80% ou 90%? C'est tout l'enjeu. Donc en réalité, ce sont les fonds de pension qui ensuite se réfugient dans les paradis fiscaux, genre Bahamas, Caïmans, etc., et qui expatrient leurs bénéfices. Et donc c'est une double peine. C'est-à-dire que les revenus de ces sociétés-là ne vont pas revenir en France, payés par des Français, mais sortis de France. Et là, ça démontre surtout qu'en fait, on a une collusion et que le politique en fait, ne commande pas en France. Ce qu'il commande, c'est des intérêts économiques et financiers. Voilà. Ceux-là même d'ailleurs qui ont mis au pouvoir Macron. Ceux-là même qui ont mis au pouvoir Macron et qui mettent au pouvoir tous les gouvernements depuis des décennies, si ce n'est des siècles. Alors, quand vous dites ça, il y a des gens parmi les Français qui répondent « oui, mais vous êtes complotiste si vous dites ça, qu'il y a des pouvoirs intérêts économiques qui prévalent sur les intérêts politiques ». Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds qu'en fait, sans contrôle de la monnaie, il n'y a pas de pouvoir politique. Voilà. Sans contrôle de la monnaie, il n'y a pas de pouvoir politique. Qui contrôle la monnaie? Des intérêts économiques, des intérêts privés. Donc c'est pas complotiste de dire ça, il suffit de regarder qui contrôle la BCE, voilà. Et on va avoir une limite là-dedans parce qu'on ne pourra pas reconnaître l'actionnariat avec précision, mais on voit qu'il y a des intérêts privés. Et donc à partir de là, il y a un problème, quoi. C'est-à-dire que normalement la monnaie est un bien public, parce que sans monnaie, on ne peut pas faire en sorte que la vie économique se passe. Donc celui qui détient la monnaie détient l'allocation des ressources dans une économie et donc peut décider quasiment tout dans le domaine de l'économie, en tout cas, et du politique. La clé, c'est la création monétaire. La clé, c'est la création monétaire. Ça a toujours été la clé, en fait. Et le problème d'ADP n'est qu'un symptôme d'une maladie plus profonde, à savoir notre dépossession de la création monétaire. Voilà. Comment se fait-il que les Français ne soient pas absolument révoltés par cette privatisation? Parce qu'il y a une censure totale de toutes les chaînes. Toutes les chaînes de télévision se cooptent entre eux, appartiennent à des milliardaires, etc. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont mis Macron au pouvoir, etc. Donc, c'est pas un miracle. Et il y a très peu d'organes indépendants. Il y a Mediapart, il y a Le Monde diplomatique, il y a le Canard enchaîné, mais il y a très peu de médias français indépendants. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous aurez énormément d'informations. On doit avoir aujourd'hui 17 000 signatures par jour pour atteindre les 4,7 millions. On en est à 4 000 signatures par jour. Donc il y a un énorme manque. Comment faire déjà, pour inverser la tendance, et pourquoi il y a ce manque? Parce que, si vous voulez, je pense, mon explication, c'est que ce référendum, ce RIP, a été fait par Sarkozy à un moment où il faisait, si vous voulez, pour contrebalancer le fait que, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où il y a des élections législatives à mi-mandat, à mi-terme, il y a eu une réforme qui a été faite en 2005 pour faire coïncider les élections législatives avec les élections présidentielles. Donc automatiquement, 5 ans de pouvoir absolu pour le parti du président. Donc pour contrebalancer ça, il a voulu autoriser une forme de référendum, mais en mettant un seuil de 10% qui est astronomique. Voilà. Il a donné un os à ronger, très difficile à ronger. Voilà, et qui n'a d'ailleurs jamais été appliqué depuis 14 ans. Okay. Donc il est irresponsable. De toute façon, même, ça serait 2 millions. D'ailleurs, dans le programme de Macron, pour séduire les électeurs, il avait proposé 1 million. De modifier, de passer de 4,7 à 1 million. Il ne l'a pas fait. Et il ne l'a pas fait pour l'instant, et il ne le fera pas avant la privatisation. Voilà. Comme par hasard. Et même, il y a eu 2 millions de voix qui disaient que la France ne respectait pas le COP21. N'oublions pas ça. 2 millions de personnes. Mais c'est passé aux oubliettes, ce truc-là. Plus aucun journaliste ne le mentionne. C'est quand même pas négligeable. 2 millions, c'est le plus gros résultat obtenu à un référendum comme ça populaire. Toulouse-Blagnac, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est un précurseur d'ADP, en gros. Il y a eu plusieurs aéroports, dont Toulouse-Blagnac, c'est dur à dire, qui ont été vendus, alors que c'est pareil, c'était des propriétés publiques. Et on sait qu'en fait, c'était vendu à des Chinois qui avaient donc du coup 49,5% des parts. D'accord. Cet aéroport a été vendu en 2017 et la Cour des comptes a condamné la privatisation de cette privatisation, en fait.
de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Malgré ça, c'était vendu quand même. D'accord. Voilà. Le problème est que, en fait, maintenant, ça doit être revendu, hein, n'est-ce pas, madame, à... Oui, 12 fois leur prix, ça la donnée que j'avais pas en fait, à d'autres propriétaires privés. Ok, donc qu'en pensent les Français? C'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite à Toulouse en rejoignant Pierre qui va nous faire un micro-trottoir sur cette question fondamentale. On y va, c'est parti. Salut Vincent, salut à tous. On se retrouve donc à Toulouse pour aller sonder l'opinion des Français sur la question de la privatisation ADP. Suivez-moi, c'est parti. Vous pensez quoi, vous, de toutes ces privatisations en France? Moi, ça me plaît pas, moi. Pourquoi? Ça me plaît pas parce que le fait de privatiser, ça va être juste un groupe de personnes qui va pouvoir récupérer les richesses et nous, derrière, que dalle, quoi. Donc, eux, ils récupèrent la thune et voilà, c'est tout. Pourquoi le gouvernement privatise tous ces fleurons de l'industrie, ces entreprises? Alors ça, faut leur poser la question, hein. C'est ça, non, mais ça doit être comme d'hab, ça va être une question d'oseille et puis voilà, hein, c'est... d'oseille, de politique. Moi, franchement, ça me dépasse ces trucs-là, malheureusement. Voilà. Franchement, je vais au boulot, je reviens, je rentre, je dors. Ouais. Routine. Donc trop pris par le travail pour vous informer finalement? Ouais. Et si vous aviez plus de temps? Je sais pas si je me renseignerais sur ça. Mais ouais, si... On va dire que l'info, elle n'est pas venue à mes oreilles. Il y a plein de gens comme ça qui finissent par se rendre compte qu'ils se sont un petit peu fait berner. Mais qu'est-ce qu'ils font pour revenir sur la désinformation finalement? Ça, je sais pas, mais c'est même moi, hein, je suis dans ce cas-là. Hein, je bosse beaucoup, je fais pas trop gaffe à ce qui se passe. Et puis quand je le vois, je me dis waouh. Vous n'êtes pas au courant? Non. Comment ça se fait? Je sais pas, je suis en vacances, c'est pour ça. Vous êtes d'où? La région parisienne en plus. Ah bah alors. J'ai pas tout à fait la tête à ça, là. Je suis en vacances. Je ne suis pas du tout les infos. Ok. Voilà. Je travaille beaucoup et après quand je rentre chez moi, je prends pas le temps de m'informer. J'ai autre chose à faire. Laissé tomber? Ouais, j'ai un peu laissé tomber, ouais. Pourquoi? Parce que de toute façon, je pense que ça sert plus à rien. T'es désespéré en fait? Ah, totalement, ouais. Enfin, pas désespéré, mais... Résigné. Ouais, résigné, voilà. Voilà, exactement, ça serait le terme. Je trouve qu'il y a des choses en France qu'on ne devrait pas privatiser parce que là, c'est l'aéroport et puis demain, ça sera Notre-Dame de Paris et puis dans 30 ans, ça sera la Tour Eiffel. Donc oui, voilà, la privatisation, on voit ce que ça donne 10-15 ans après. Soit des prix exorbitants, soit des licenciements, la course au profit. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. La GOPE, les projets de l'Union européenne. Voilà, donc tout va dans ce sens-là. Puis je vous dis, il faut que les citoyens se mobilisent. Au lieu d'être sur les ronds-points à faire des cabanes en bois et autres, ça serait bien, c'est qu'ils cliquent aussi un peu et puis qu'ils aillent aux urnes aussi. Et que la contestation ne se fait pas seulement sur les ronds-points avec des t-shirts et puis des étendards jaunes. Vous savez qu'il y a un projet de privatisation? Non. Vous savez pas? Non. Okay. Ah non, nous on est à la rue, apparemment on est des incultes. Pourtant j'ai internet, mais c'est pas l'aéroport de Paris qui va sauver ma vie. Hein? Il y a combien de logements vides à Toulouse, vous savez? 240 000 mètres carrés. 240 000 mètres carrés de logements vacants à Toulouse. Hein? Et nous, les Français, on est dehors sur un canapé. C'est dingue, non? Vous voyez? Ouais. Alors Paris, que j'en ai branlé. La ville à Macron. Maintenant, vraiment, on se prend la tête pour survivre. Pour survivre. Ouais. Donc on s'intéresse plus aux gros contrats derrière qui pourraient éventuellement faire du mal au pays. Ça me fait rien à moi. La terre est vaste. Si je trouve pas mon boulot ici, je cherche ailleurs. C'est tout. T'es français? Non, okay. Tunisien. Ok. Ouais. Et je suis là, c'est à cause de tout ce qui se passe, quoi. C'est les États. C'est à cause de la révolution que je suis là aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai perdu mon boulot là-bas. Tout simplement. Et si ça va mal en France, t'iras ailleurs. La terre est vaste. Parce qu'au Canada, le gouvernement privatise nous, voyez-vous, on a construit un aéroport fantastique dans la ville de Québec. Dans la ville de Montréal. Oui. Et cet aéroport-là nous a coûté une fortune à tous les Québécois. Et devinez qu'est-ce qui est arrivé quelques années plus tard? Dites-moi. Il a fermé. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi il a fermé? C'est qu'elle était loin du centre-ville de Montréal. Et il y avait un autre aéroport à côté. Les gens trouvaient que c'était plus pratique de prendre l'ancien aéroport. Alors, ils ont fermé celle qui était plus distante et ils ont agrandi l'ancien aéroport qui est devenu l'aéroport Trudeau aujourd'hui. Parce qu'un aéroport, c'est aussi une frontière. Il y a aussi des enjeux de sécurité nationale.
Oui. Oui, mais nous, les frontières sont terrestres avec les États-Unis. Hein? Alors, on a une frontière où ça passe comme ça. C'est une passoire chez vous. Non, mais c'est ça, pareil. Notre premier ministre Trudeau a dit, si vous n'êtes pas content aux États-Unis, venez au Canada. Alors, nos frontières sont complètement ouvertes les gens pour les immigrants. Ils n'ont pas besoin de passer par l'aéroport. Ils passent par la route et la route, bienvenue chez nous. Et alors, quel intérêt finalement de conserver les frontières, de les maintenir? Il y a toujours les criminels qu'il faut arrêter et les terroristes. Alors en circulation 300 qui cherchent. Oui, actuellement, il y aurait eu 300 criminels importants qui sont rentrés au Canada du Mexique. Par l'aéroport. Ils s'en sont le pire, là, ils s'en sont rendus compte le lendemain. Ils ont dit, on l'a laissé rentrer dans le pays, puis là, ils l'ont cherché partout au Canada. Ils ne le trouvent pas. Tu sais, chercher au Canada, c'est comme chercher... C'est vrai qu'il y a de la place au Canada. Oh, on a de la place. Qu'est-ce que vous conseillerez, vous, comme mode de résistance? Déjà d'aller voter. Ouais. Déjà. Vous croyez encore oui. Au vote électoral ou au oui, vote... Non, au vote électoral. Ah non, mais j'y crois bien sûr. Ah oui. Je crois. À un moment donné, la démocratie, la République, c'est construite comme ça. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais on reste dans un pays libre quand même, et que tous les 6 ans, il y a les municipales, tous les 5 ans, les présidentielles. Bon, voilà. Alors après, je ne dis pas que c'est l'apothéose d'une revendication, mais je trouve que tous ces gens qui se réunissent depuis bientôt 1 an, au début, ça fait rire. Et puis peut-être que soit ils s'emmerdent chez eux, excusez-moi du terme trivial, soit ils s'emmerdent chez eux, soit ils ont envie de se donner une minute de gloire. Puis je trouve que ça pue le populisme. Donc on commence sur des revendications nationales, et puis ça se termine par on veut pas de migrants, on veut l'augmentation de ceci, les Arabes dehors. Tous les oligarques ou tous les dictateurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils appliquent la même méthode. Donc moi je préfère une république, peut-être pas totalement saine que ça. Voilà, je préfère une république où je peux me balader dans la rue. Si j'ai envie d'acheter Charlie Hebdo, j'achète Charlie Hebdo. Si j'ai pas envie, voilà. Alors, est-ce que la jeunesse a entendu parler de la privatisation de l'aéroport de Paris? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. En gros, il y a Macron qui veut vendre notre aéroport à des entreprises. Ce qui est une grosse connerie, vu que c'est la première source de financement de nos hôpitaux, etc. et de tous nos services publics. Du coup, c'est bof, quoi. C'est pas excellent comme décision, mais bon, on va dire il sait ce qu'il fait vu que c'est le président, mais non, pas très fan. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant d'un truc si grave comme aujourd'hui il y a un référendum en cours, les gens sont pas forcément au courant? Totalement, moi je l'ai appris tout à l'heure déjà, et je pense que c'est qu'il y a vraiment un manque de communication. Ah, tu l'as appris tout à l'heure? Oui, je l'ai appris, le référendum et tout, je savais pas qu'il y en avait un. Pourtant je suis beaucoup l'actualité, mais ça j'étais pas du tout au courant. Et je pense que il y a une perte de communication, une perte d'informations que l'État et que beaucoup de personnes ne disent pas forcément aux citoyens ou à la population. Et comme on le peut voir tout le temps, ne serait-ce par rapport à certaines élections, qu'il y avait des choses qu'on n'était pas forcément au courant ou quoi. Depuis que Macron est au pouvoir, bon, c'est pas pour critiquer ou quoi, mais il y a trop de choses qui ont été passées entre guillemets en force. C'est-à-dire que c'était soit dans des conditions favorables pour lui, donc la nuit au Parlement, c'est ça. Donc, ou sinon, il a forcé des lois avec le 49.3 ou le 49.6. Mais tu parles de la nuit parce que tu sais qu'ils étaient, je sais plus, 45 ou 48 à voter 45, la loi Pacte, c'est ça, exact. À 6h du matin. Et c'est ça. Et en gros, c'est pas du tout favorable à quelque chose d'équitable parce que, en gros, ceux qui sont avec lui viennent parce qu'ils veulent faire passer la loi. Mais tous ceux qui ne seront pas disponibles et qui ne sont pas forcément d'accord, ça les écarte forcément parce que tout le monde n'habite pas Paris. Il y en a qui ont aussi leur famille dans des régions de l'Est, dans le Nord. Le Sud, c'est encore plus loin pour Toulouse, par exemple. Un député d'une petite région, du coup, il n'a pas forcément les moyens de se déplacer si, par exemple, avec les feux de forêt. Si lui, il est monopolisé par les feux de forêt sur sa région, il n'a pas forcément l'occasion de se déplacer à l'Assemblée nationale pour aller voter la loi, mais c'est plus important. Mais vu que c'est le député qui est responsable de sa région, il n'a pas forcément les moyens de se déplacer. Et c'est favorable à Macron, tout ça. Donc il faut que le Parlement ait des horaires d'épicerie, 8h, 18h. Non, pas forcément, mais en fait, ce serait dans leur bureau, dans un petit coffre, comme, pas le boîtier nucléaire en gros, mais une petite boîte, ou oui, non. Et vis-à-vis d'une vidéoconférence ou autre,
il pourra avoir accès au Parlement et déclencher sur un bouton. Et vote à domicile. C'est ça, ce serait relié direct. Et on pourrait créer des boîtiers que eux seuls auront accès avec les moyens qu'on a maintenant. On peut faire des tout petits coffres-forts archi-sécurisés. On tient un projet là. Comment tu comprends toi le fait que le gouvernement aujourd'hui privatise des industries, des entreprises comme la Poste, EDF, des barrages Ouais, bah alors les barrages, là, du coup, tu vois, ça m'embête plus parce que voilà, les barrages, c'était fabriqué avec l'argent public. On a remboursé ça sur plusieurs générations. Comme les aéroports. Comme les aéroports, ça fonctionne pareil. Ah ouais, bah voilà, ça m'emmerde. Non, moi, je comprends pas. C'est un truc, moi, ça m'échappe un peu. Ouais, c'est vrai, je vois pas pourquoi on le fait. Enfin, je vois pas les intérêts qu'on a. Surtout que, visiblement, on gagnerait plus à le garder, avoir un aéroport national comme ça. Donc, La Cour des comptes est d'accord avec toi. C'est vrai? Pour de vrai? Alors pourquoi la Cour des comptes irait à l'encontre de ce que dit le gouvernement? Est-ce que la Cour des comptes décide? Putain, alors pourquoi on le fait? Je pense que c'est la répercussion d'un truc qui vient de plus loin. Tu penses à quoi? Ah bah cette monnaie-là, je pense que justement les trucages, ils ont été... L'Europe. Mais pas tout dans l'Europe, l'espace Schengen, tout ça, c'est bien, la fraternité, c'est bien, mais il se cache beaucoup de valeurs. Mais au final, il y avait un discours d'un politique de M. Seguin qui était de 92 qui expliquait pourquoi ne pas rentrer dans l'Europe. Et en fait c'était super intéressant, il expliquait qu'en fait on ne pouvait pas avoir une souveraineté partielle, on avait soit une souveraineté, soit rien. Et c'est vrai qu'on a perdu la souveraineté sur pas mal de choses. Enfin les Français ils décident plus de la France par exemple, c'est les Européens qui décident de tel pays, de tel pays, de tel pays. Et cette idée-là, bah, je l'aime pas, il l'a bien retranscrit dans son discours. En vrai, il faut aller le voir ce discours-là, il est super bien. Et t'as quel âge? J'ai 17 ans, bientôt 18 ans. Bientôt 18 ans. Ouais. Ça fait plaisir de parler avec toi. Bah, ça fait plaisir de parler avec vous. Allez les gars, super bien. On est tombé sur des bons jeunes, ça fait plaisir. Bonjour. Vous avez voté pour l'aéroport de Paris? Non. Je m'en bats les couilles. Non, l'aéroport de Paris. Privatisation. Ça pourrait ne pas forcément être une mauvaise chose. Pourquoi? Je sais pas. Tu penses que de privatiser c'est pas une mauvaise chose, mais tu sais pas m'expliquer pourquoi? Je sais pas vous expliquer pourquoi, parce que je perçois pas encore c'est quoi la différence entre privé et public. Il y aura des gens ce sera plus des gens, on va dire comme nous, qui auront le contrôle sur la chose, et pas l'État, pas un organisme, mais plusieurs personnes. Et est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Faut le voir pour en juger, non? Tu peux regarder ce qui s'est passé avec l'aéroport de Toulouse pour avoir un avis objectif sur ce qui peut se passer sur l'aéroport de Paris. Et il faut vraiment que la jeunesse s'informe, car je suis vraiment nul. Actuellement, je suis une merde. Comment t'expliques que tu ne sais pas ce qui se passe en France, dans ta ville? Le manque de circulation d'informations sur Instagram. Vraiment, mettez des trucs sur Insta. Pourquoi sur Insta juste? Parce qu'on est tarpin sur Insta. C'est que sur Insta même. La télé c'est fini, arrêtez, vraiment, les adultes, tout ça, la télé c'est mort. Insta. Arrêtez d'investir. Faites un compte Insta, gratos, allez, on s'en met plein les poches. Si demain il y a vraiment il y a vraiment de l'information sur Instagram, mais qu'elle appartient à une seule personne. Ce que je vous dis, c'est que les gens de ma génération n'iront jamais sur BFM TV. On s'en moque complètement. On n'ira pas sur ce genre de plateforme parce que ça nous fait chier. C'est pas que c'est pas assez divertissant. On n'est pas des gamins tant que ça, mais c'est le concept. On n'aime pas. C'est pas notre énergie. Du coup, peut-être que l'information devrait circuler mieux. Je sais pas. C'est quand même la base, je trouve. Tu regardes la télé? Non. J'ai regardé ça hier. Vraiment, j'ai vomi. Du coup, Insta quoi? Insta à mort. Insta, Snap parfois, quand il n'y a plus de batterie sur tout ça. Yes. Privatisation, je sais pas c'est quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise comme la SNCF qui appartient à l'État, les profits arrivent à l'État. Les dépenses sont étatiques et les profits reviennent au gouvernement. Si on privatise, c'est des gens riches, des actionnaires qui vont pouvoir prendre les bénéfices. C'est quoi? C'est un peu comme de la sous-traitance ou pas? Bah non, là c'est propriétaire, enfin c'est actionnaire, donc ils possèdent... Protection des services publics. Bon, alors tu vas regarder ce que c'est que la privatisation et après on va poser des questions. Ouais, moi je suis pas dans ce domaine-là, du coup je sais pas. Ça roule. Trop technique. Après voilà, je sais pas quel sera l'impact exactement. Ça t'inquiète pas? Mais non, je regarde un peu en Allemagne. Ouais. Ça a été privatisé depuis longtemps, mais bon, voilà, ça se passe bien. Ouais. Après, on a des exemples comme Londres, je crois, ouais, où ils ont privatisé, mais ça s'est pas très bien passé concernant, au niveau des prix. C'était pas un bon rapport qualité-prix, je crois, mais j'ai jamais été à Londres du coup. Donc enfin, je sais pas, on regarde. Mais je pense pas que ça sera quelque chose de néfaste. Ça t'inquiète pas? Alors, pas vraiment, non.
Pas vraiment, je pense pas que ça va vraiment impacter, ça va vraiment jouer sur les prix. Je pense que la concurrence est bien aussi. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à la privatisation de tout le fleuron de l'industrie française Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est juste prendre l'avion, faire des voyages et... Le plaisir individuel. Voilà, c'est ça. Le reste, ils s'en fichent ou ils ne se sentent pas concernés. Qu'est-ce qu'ont fait les gens du bien commun? Je me crois en prépa là. Mais j'en sais rien, je sais pas. Toi, ça t'inquiète le bien commun ou... Plus ou moins. Oui, plus ou moins. Après, j'avoue que je passe pas ma vie à réfléchir à ça, mais... Bon alors, est-ce que la privatisation de l'aéroport de Paris vous inquiète? Non, toujours dans le plaisir individuel. Moi, je suis infirmière, alors du coup, tout est compliqué partout. Donc maintenant, on laisse. C'est pas grave, on verra bien. T'as démissionné de ta responsabilité politique? Ouais, un peu. On verra le prochain président. T'es résigné? Un peu. Désespéré? Pas désespéré, je déménagerai ailleurs, c'est tout, c'est pas grave. Tu vas aller où? Je sais pas, ailleurs mieux. On trouvera. Ailleurs mieux? Voilà. Ouais, mais il faudra prendre l'avion pour ça. Si les aéroports sont vendus, t'es foutu. Mais non, parce que les péages sont vendus, on y passe quand même. Ouais, ça sera juste un peu plus cher peut-être, on sait pas. Non, on trouvera, il y a des promos partout, c'est les seuls tous les jours. Ok, ça marche. Donc ça ira. Bon bah je te remercie pour ton honnêteté. Vous êtes pour la privatisation? Oui. Alors, pour l'ouverture à la concurrence. Expliquez-moi. Pour l'ouverture à la concurrence. Qu'est-ce que ça apporte l'ouverture à la concurrence? Concurrence des prix. Vous pensez? Oui, pour le consommateur. Donc là, depuis que EDF est là... Oui, puisque avec d'autres fournisseurs les prix ont baissé là en France? Oui, les prix ont baissé. Par rapport à quoi vous... Par rapport au prix EDF. Les prix, vous savez, réglementés au départ, ils ont baissé. Et ça serait bien. Et pour la SNCF, c'est pareil? Ah oui, et je voudrais vraiment pour la SNCF une privatisation assez rapide. Ouais. Oui, en tant qu'utilisatrice de la SNCF quotidiennement. D'accord. Oui. D'accord, donc vous avez vu une nette différence? Oui, j'ai vu une nette différence au niveau des prix. Au niveau du service, c'est le même, donc pas de difficulté. Je pense que pour le téléphone, vous l'avez vu aussi avec tous les opérateurs téléphonie. Au départ, il y avait France Télécom, Orange, et aujourd'hui, on a plusieurs opérateurs et ça marche. Donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec d'autres. Et l'aéroport de Paris, donc pour vous, c'est la même chose? Pourquoi pas? Alors, faut pas me lancer sur le sujet parce que si je pouvais privatiser, il y en a quelques-unes que je ferais encore plus. Ah ouais, vous êtes pour alors? Je suis pour certains points, oui, honnêtement. Après, je pourrais vous parler de la Poste et je pourrais vous parler de la SNCF. Quels sont les avantages pour vous? Les avantages, c'est que je prends énormément le train. Il y a énormément de grèves, il y a énormément de retard, il y a énormément de voies qui sont à refaire, qui ne sont pas refaites. Je trouve que je paye très cher pour un service qui est de moins en moins de bonne qualité. Donc je pense qu'une petite privatisation, ça pourrait remettre les choses dans l'ordre. Pour toi, la privatisation dessert le Complètement, ouais. Je prends le TER depuis que j'ai 12 ans, donc je vois le résultat, par exemple. C'est-à-dire des trains annulés, c'est-à-dire une augmentation des prix, voilà. Mais alors, par exemple, comment t'expliques? Plus de poubelles dans les trains, voilà. Ah ouais, carrément, je savais pas. Ouais, dans la plupart. Des trains à l'heure et compagnie, ça fait rêver quand on vous entend, mais est-ce que la SNCF rapporte énormément d'argent par an? Quels sont les bénéfices? Quels sont les tenants? Je parle pour moi, mais je pense qu'on est beaucoup à passer. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un regard un peu plus global des choses quand il s'agit de sujets aussi importants que la privatisation? C'est ça ma question. C'est possible. Si, vous avez entièrement raison. Parce que c'est vrai que si on s'inquiète... C'est vrai que là, dans l'immédiat, voilà. je pense à moi. C'est vrai qu'on prend la mesure de ce qui nous touche, on ne prend pas forcément la mesure globale de... Oui, non, mais vous voyez, on en a parlé, donc du coup, je pense qu'effectivement, je vais aller me renseigner. Bon, alors maintenant que tu es au courant, est-ce que tu vas t'informer un petit peu sur le sujet? Non. Non. Ouais, non. Tu voteras pas contre la privatisation de l'aéroport de Paris? Ça prend, même si ça te prend 10 minutes sur ton ordi? Ouais. Ah, il y a une forme de démission là quand même. Non, je suis engagée sur plein de choses, mais voilà. Je connais mes limites aujourd'hui, pour l'instant j'ai besoin de Comme ça. tu disais, tu te protèges, c'est ta façon à toi de te protéger. Complètement, malheureusement. Nous, usagers, moi à mon niveau, ce qui m'intéresse, c'est que les avions partent à l'heure, arrivent à l'heure, que les prix flambent pas, voilà. Moi à mon niveau, je suis pas assez importante pour que ça puisse après en dehors m'impacter davantage que mon petit confort à moi. Okay. Mais je le dis, mais je pense qu'en même temps, moi j'ai tendance à dire tout ce que les gens pensent tout bas et moi je le dis à voix haute. C'est tout, voilà. Tout est à louer sur Terre. Ou à vendre? À louer ou à vendre, parce que c'est pareil. Si t'es chinois ou chinoise, tu peux acheter. Ou arabisante, n'est-ce pas? Beaux yeux que vous avez. Et alors vous qu'est-ce que vous pensez de ce projet de privatisation? J'ai rien à en dire. C'est comme les portables. Les avions, tous les jours, ils ont des pètes tous les jours, les avions. Donc pourquoi assurer? Enfin, je veux dire, non, mais j'ai rien à dire, honnêtement. D'accord. Quand les gens font pas de cinéma, ça se voit, c'est flagrant, mais
Bolsonaro, quoi. Tu vois sa tête, s'il n'a pas compris, je sais pas, j'ai des lunettes, c'est pour ça que j'en ai, moi. C'est un acteur, alors. Mais qui n'est pas acteur? Tu fais pas métier pareil, t'es pas acteur. Par contre, en porno, il aurait beaucoup de mal. Pourquoi? Sans faire Hannibal Lecter, ça peut pas aller. Il faut un masque. Et alors, comment vous faites pour du porno, c'est dérangeant quand même. Comment vous faites pour vous... C'est pas valeurs actuelles plutôt, vous êtes sûr. Comment vous faites pour vous informer sur l'actualité en France? Tu vois la tronche du mec, on voit son ADN. Mais en France? Tu peux être blanc, ton ADN est black, tu comprends bien. Si ils oublient l'essentiel, ils l'oublient toujours. C'est pour ça que le cinéma, ça marchera toujours trop bien, pour l'instant. Et comment vous faites pour vous informer en France? Je regarde la météo. Et je me trompe moins souvent que la météo. Donc, le feeling, ça marche très bien. Non, le feeling. À part le feeling, je connais rien. Moi, je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de gérer les aéroports. C'est le rôle c'est pas. Il y a des sociétés qui sont pointues, dont c'est le métier. Gérer, c'est pas posséder. Hein. Gérer, c'est juste de la gestion, c'est tout. Hein. C'est pas. L'aéroport restera propriété les aéroports restent propriété de la nation. Sauf s'ils sont privatisés. Non, c'est là que vous vous trompez. La privatisation ne concerne que la gestion du fonctionnement. C'est tout. Économique. Oui, bon, bien sûr, c'est de l'économie. Mais ça concerne la gestion du fonctionnement. L'aéroport appartient à l'État. Les aéroports appartiennent aux États. Il faut dissiper un peu les malentendus à ce niveau-là. Y a-t-il pas une crainte possible? Par exemple, quand on voit l'aéroport de Toulouse, quand il a été privatisé, les actionnaires chinois ont vidé les fonds de réserve qui permettaient éventuellement des améliorations. Sûr, alors là, il faut faire attention à l'actionnaire que l'on prend. Parce qu'il y a actionnaire et actionnaire. Moi, je vois Vinci, Eiffage, ça a l'air d'être des sociétés. Alors Vinci, bien sûr, vous allez me parler des autoroutes. Je crois que c'est une grosse bêtise, l'autoroute. L'autoroute, il aurait fallu... Mais l'aéroport, c'est différent. Les concessions, par exemple, vous voyez, vous mettez les barrages sous le marché, et puis ça va être une entreprise. Tel barrage sera telle entreprise, tel autre barrage, telle autre entreprise. Mais là, c'est pas pareil, parce qu'il faut qu'il y ait une cohésion, les barrages. Bon, et c'est différent. Et puis, le barrage, c'est de l'énergie, c'est stratégique. Voilà. Que les transports, si vous voulez, à part l'histoire de la douane, etc., un transport, c'est un service. Un service il y a des clients. C'est pas on est des clients. Mais en fait, il nous avait dit la même chose pour l'aéroport de Toulouse. Il parlait de concession. Au final, il s'agit ni plus ni moins de privatisation. C'est une privatisation. La Cour des comptes et l'Association internationale des transports aériens sont unanimes. L'aéroport de Paris est profitable. Il n'y a aucun intérêt à privatiser en fait. Les aéroports, et de même que les autoroutes et d'autres infrastructures, ont été payés quand même de notre poche et par la sueur de certains Français qui les ont construites pour nous, qui les ont fait fonctionner pour nous. Donc c'est indigne de privatiser ça. De vendre ça à un prix dérisoire à des gens qui vont en retirer beaucoup d'argent et qui ne le méritent pas. Je ne vois pas à quel titre, parce qu'ils ont de l'argent, ils pourraient s'emparer de nos biens à nous. C'est notre sol, le tarmac, c'est notre sol. Ça ne peut pas être un bout d'Amérique ou un bout d'Allemagne ou un bout de Chine. L'idée de dire on vend ça et avec l'argent qu'on va récolter, on va le placer et avec ces dividendes-là, on va investir dans l'avenir, c'est quelque chose que je trouve pas compréhensible, si vous voulez, alors que ça rapporte déjà. Comment ça peut rapporter davantage si on le place, cet argent ? Sachant que l'argent, on peut l'emprunter à taux zéro. Si vous voulez, il y a un mécanisme là qui est complètement obscur pour moi. Je sais pas, moi, si on avait absolument besoin d'argent, comme en Grèce, parce qu'on est pris à la gorge par les dettes, des trucs comme ça, qu'il faut vendre les bijoux de famille, on peut le vendre pour se tirer d'un mauvais pas, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la bonne raison qui justifierait ça, moi, je ne la vois pas. Le père Macron, là, il est en train de tout casser. Moi, il est en train de casser l'âme de la France, quoi. Voilà, qui a été bâti depuis le CNR, Conseil national de la résistance. Là, il est en train de tout massacrer. Et c'est pas. Et c'est lui. But vous arrivez à expliquer ça, comprendre? C'est un néolibéral qui ne comprend rien, qui n'a absolument aucune conscience de ce que c'est que l'histoire d'un pays, ou ce qui fait qu'une nation est une nation. Il n'y a pas de pédagogie dans notre pays pour que les citoyens soient de vrais citoyens. Et en particulier, je vois dans les programmes de lycée en histoire, et ça fait déjà des années que ça dure depuis au moins
20 ans. Le 19e siècle passe à la trappe, c'est-à-dire le 19e siècle, on le traite dans une année de programme entre l'Antiquité et le début du 20e. Pourquoi ? Parce que c'est au 19e siècle que se sont passés en France et en Europe les événements qui ont amené à la situation actuelle. En France, le pouvoir législatif, finalement, est entre les mains du pouvoir exécutif dans notre régime. Et ça, on ne le dit jamais. C'est-à-dire que l'exécutif a tous les pouvoirs. Voilà. Ça, c'est pas normal. Non, bien sûr, c'est absolument pas républicain. Enfin, ce n'est pas conforme, en tout cas, au principe républicain français, parce qu'il y a plusieurs formes de république. C'est pas très démocratique, tout ça. Mais on n'est pas vraiment en démocratie. Alors, dans quel régime on vit, à votre avis, selon vous ? Déjà, c'est pas une démocratie. On vote pour des gens qui après vont voter des lois. C'est pas nous qui votons les lois. Donc c'est plus une oligarchie que nous avons. Par exemple, la dernière fois qu'on a eu un référendum en France, on a voté non. Finalement, ça leur a pas plu. Ils ont reformulé et finalement ils ont dit oui pour. Tout se fait de façon graduelle. Je veux dire, on s'aperçoit bien qu'ils nous enlèvent des droits petit à petit. La France est quand même le pays qui demande le plus à Facebook dans le dépage. Devant la Russie, qu'on dit pas forcément très démocratique. Donc. Des paradoxes qui sont. Oui. On a l'impression d'une belle démocratie, mais derrière, je suis pas sûr que ce soit vraiment une belle démocratie. Alors, quel serait le terme pour vous ? Dictature déguisée sous forme de démocratie. Voilà, c'est un peu la dictature moderne, quoi. On donne un peu de confort aux gens, on leur donne juste le strict nécessaire pour vivre, pour ils arrivent quand même à bien manger, pouvoir s'acheter un peu, parce qu'on est dans un monde de consommation. Donc il faut qu'on permette un peu aux gens de consommer pour que les grosses industries puissent fonctionner. Ça permet de contrôler la révolte, parce que les gens n'ont pas faim. Oui, voilà, les gens n'ont pas faim, ils peuvent quand même se... Et de favoriser l'individualisme. Le but, c'est effectivement de se trouver bien chez soi, de ne pas forcément s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Et donc, tant qu'on est bien chez nous, qu'on a un salaire, qu'on peut avoir notre smartphone ou autre, effectivement, tout va bien. Et on ne va pas forcément regarder ce qui se passe à côté. La Française des Jeux, par exemple, c'est quelque chose que je ne comprends pas bien non plus, si vous voulez. À la limite, je trouve ça encore plus anormal, la Française des Jeux. Parce que les jeux, c'est touchy, quoi. Hein. C'est les gens qui parient comme ça. Je les vois dans mon quartier, hein. C'est les plus pauvres qui parient avec leurs allocations. Alors, tant que c'était public, je me disais, les allocations, elles reviennent au public, ça va. Mais si on doit donner des allocations à ces gens qui vont parier dans l'illusion d'un gain, et que cet argent, ensuite, finalement, il va dans le privé, je me dis là, non, ça, c'est pas bien moral, quoi. Mais je pense qu'il y a des tas de gens, si vous voulez, qui seraient prêts, qui sont vaguement informés, qui seraient prêts à signer, et qui leur manque un petit déclic. C'est ça. Mais si vous voulez, moi j'ai signé, mais il y a, comme par exemple ma mère, qui est une vieille personne, elle n'a pas signé. Je me vois mal aller lui dire, allez viens, on va signer tout ça, alors que je devrais le faire. Elle serait prête à le faire. Voilà. Pourquoi vous voyez mal faire ça, si vous pensez que c'est... Chaque personne, chaque individu doit faire cet effort Il faudrait, mais alors il y a un côté militant. Moi, je ne me vois pas comme un militant, si vous voulez. Voilà, c'est chacun son profil, quoi. Ouais, je fais mon truc, mais je ne cherche pas à aller spécialement convaincre les autres. Mais quand les gens le font, j'approuve, si vous voulez. Hein. Vous voyez, chacun son truc, quoi. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez voté au référendum d'initiative partagée ? Non. Quesaco. Privatisation de l'aéroport de Paris. Ah oui, non. La loi Pacte. Les Parisiens, ils ont qu'à se démerder. Ah oui. Ils sont assez grands comme ça. Ils disaient pareil avec l'aéroport de Toulouse, les Toulousains ont qu'à se démerder. Voilà, hein. Voilà. Exactement. Mais là, par contre, on a quand même un référendum, on peut voter en ligne. Hein. Référendum d'initiative partagée. Oui, non, ça vous dit quelque chose ? Déjà que je vote pas pour, normalement. Alors, vous votez plus pour rien du tout, là ? Pour plus rien. Je ne veux plus en entendre parler. Comment ça se fait ? La lassitude. Hein ? Lassitude. La lassitude de quoi ? De tout. Tous ces gens qui font semblant de diriger. Ils font semblant de diriger. Ouais. Ils ne dirigent rien en fait. Voilà. Bon. Non, mais enfin, blague à part, faut pas qu'ils lâchent prise quand même. Eh ben vous avez lâché prise vous pourtant. Oui, mais moi c'est parce que je suis vieux et malade. Sinon c'est. Vous seriez militant. Voilà. Vous avez été militant peut-être dans votre vie. Peut-être, oui. Non, pas vraiment. Non, ok. Chaque fois qu'on vote, de toute façon, ils arrivent à truquer les votes ou je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils arrivent toujours à faire passer ce qu'ils veulent faire passer. Donc
Ça sert plus à rien. Ouais, vous n'avez plus aucun espoir en la politique française. Non, plus aucune. Alors peut-être que vous avez un message pour les jeunes générations qui arrivent. Bon courage, ouais, je suis d'accord. Bon courage. Bon courage, oui. Ouais. Franchement, bon courage à eux. Parce que même nous, on pleure. Hein. Ça sert plus à rien. Là, la réforme du chômage qui va être effective en novembre, ça va être une casse sociale, ça va être une boucherie, quoi. Parce que tous les gens qui ont des petits boulots, par exemple dans la restauration, moi je bosse souvent dans la restauration, tous les mères de famille qui par rapport à leurs gamins ont des boulots comme ça, des boulots à mi-temps, vu maintenant la durée de cotisation, comment vont faire tous ces gens-là qui vont se retrouver, pour le coup, beaucoup de gens vont se retrouver là sans rien. Donc là, le gouvernement va se retrouver en face de personnes qui n'auront plus de droits, qui n'auront plus de filet de sécurité parce qu'ils auront trop bossé, ceux qui ont fait des petits contrats comme ça par-ci par-là auront trop bossé pour avoir le minimum, le RSA par exemple, et n'auront pas assez bossé, ceux qui n'auront pas les 6 mois à temps plein donc pour toucher le chômage, ceux-là vont se retrouver avec 0 peanut. Donc là, on va se retrouver avec une partie de personnes qui n'auront plus rien. Donc plus rien, ça veut dire quoi? Plus rien à perdre. Donc je pense qu'on va vers quelque chose, de plus violent. Parce que les réformes sont violentes. Est-ce que vous avez pour la première fois l'impression de pouvoir participer à un projet de loi finalement? Ah là oui, comme ça oui. Ouais. Vu comme ça oui. Qu'à votre avis, il ne faudrait pas que ce soit un peu plus systématique? Ah si. Si. Il faudrait que ce soit tout le temps, que sur chaque question que l'État voudrait faire, des nouvelles lois ou quoi, nous voir avant. Ça permettrait peut-être plus facilement on aurait un impact sur notre propre pays sur ce coup-là, sur les lois et sur l'évolution de notre pays. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait un référendum d'initiative partagée à chaque projet de loi? Peut-être pas à chaque projet de loi non plus, parce que là on va passer notre temps à faire des référendums, je sais pas, mais... Enfin en tout cas que le peuple participe un peu plus, oui, ma foi. Ouais. Ah moi je suis d'accord aussi. Ouais, parce qu'on a aucun pouvoir. C'est bien pour ça qu'il y a autant de bordel avec les gilets jaunes et tout. On nous demande même des fois notre avis, puis après c'est bon d'accord, vous avez entendu, mais on va le faire quand même. Voilà, donc bon, il y en a plein le cul. Ouais. Le Brexit, le peuple il a voté, non? Voilà, on fait tout pour leur mettre des bâtons dans les roues, on les fait chier, pourtant ils ont demandé à sortir de l'Europe. Voilà. Donc vous pensez que si on est suffisamment nombreux à voter contre la privatisation de l'aéroport de Paris, il sera quand même privatisé? J'en ai bien peur. Ouais, moi je pense que c'est pour faire semblant de dire voilà, moi je pense que le gouvernement actuel a peur réellement là, des mouvements sociaux. Donc c'est pour dire, regardez, on donne un petit peu de pouvoir au peuple et tout, mais au final ils feront ce qu'ils veulent. Pour moi c'est ce qui va advenir. Hein. On fait semblant d'écouter le peuple, parce que on veut essayer de calmer le jeu. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et qui l'enseignent aux enfants, mais c'est pas forcément la vérité. Et donc là, forcément, ils vont peut-être pas éduquer les gens à ce qu'ils se libèrent de conneries. Au contraire, il faut que ce soit... Alors, le référendum, non, ça pourrait faire réfléchir les gens et les rendre libres, et c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est de faire l'argent sur notre dos et puis se continuer à... Enfin, ce que je pense. Est-ce que tu es en train de dire que si on se réapproprie le vrai sens des mots et les mots politiques et les mots qui nous permettraient de militer avec les bons mots, finalement, on deviendrait éventuellement dangereux? Pour l'État, oui. Ils veulent pas qu'on soit libre. Même, il y a on en parlait beaucoup avec Christophe, une volonté mondiale de saper, et en France on va aussi saper les identités. Ça dérive jusqu'au même à l'identité sexuelle. Soi-disant par liberté, on est sur des dérives qui sont... Bon, je respecte le choix de chacun, mais je crois qu'il y a une volonté de fond de saper, et aussi la culture et le niveau scolaire. Mode de vie, quoi. Voilà, pas en faire des modes de vie, quoi. Et qu'on en arrive à des... Parce que j'ai entendu par je sais plus qui. Mais la culture, les gens sont de moins en moins cultivés, ils lisent de moins en moins à cause aussi d'internet, mais à cause de qu'on nous dit l'idiocratie, quoi. Que consommer c'est être heureux, tu vois, à la télé ou quoi. Ce qui est pas vrai évidemment. Il faut de l'argent pour vivre, bien sûr, pour manger et le reste, mais il y a un pas où... Quel serait l'impact, tu parlais d'identité sexuelle, quel serait l'impact d'une déconstruction de l'identité sexuelle des nouvelles générations? La perte d'identité. Ça rend les gens extrêmement malades et malléables. Regardez, une dégradation.
Intolérable dégradation des gilets jaunes. Voilà, hein. Vraiment des méchants ces gilets jaunes. La révolution, c'est jusqu'à quelle heure là? 17h, 17h30? Non, c'est 24 heures sur 24. Ah. Ah non, c'est Là, on va continuer, on va on en parle à la famille, au travail, les gens dans la rue. Là, on va aller sur Paris. C'est tous les jours, c'est 7 jours sur 7. Vous avez fait signer, votre mari, le projet de loi référendaire sur la privatisation d'ADP, vous lui avez fait signer? Je lui ai dit de le faire. Il ne l'a pas fait encore. Voilà. On vérifie pas, on leur fait confiance. Et ben non, il faut pas. Non, moi c'est fait. La confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. Moi, je l'ai dit à toute ma famille, à tous ceux que je connais. J'en parle partout autour de moi. Mais il faut avoir l'application. Mais ça se fait en 2 minutes sur Voilà, le téléphone. téléphone, Et il faut aller sur Internet Explorer. C'est le plus simple, le mieux et ça tout. bug pas. Ouais, voilà. Moi, je pense Internet Explorer. Mais tu y crois, toi? Même si on obtient le nombre de votes, moi j'y crois pas. C'est pas grave, il faut le faire quand même. Après, vous êtes pour, vous êtes contre, peu importe, chacun a son avis. Mais qu'on nous laisse au moins cette opportunité de pouvoir se prononcer. C'est la première fois dans la 5e où on donne cette opportunité-là. Après, vous voulez voter pour, mais chacun a ses arguments. J'aimerais bien les entendre quand même parce que je les connais pas. J'arrive pas à en trouver. Moi, je suis pour, donc je peux vous expliquer. Vas-y, pardon, allez-y. Et ben, avec la privatisation, l'aéroport sera mieux géré. Pour qui? Mieux géré pour qui? Alors sur la distribution des dividendes, je suis assez d'accord avec vous, effectivement. La concurrence permet une baisse des prix. La concurrence permet une baisse des prix. L'histoire nous démontre le contraire. Enfin, moi, quand je vois les autoroutes, j'ai un peu de mal à vous suivre dans votre raisonnement. C'est-à-dire que malgré tout, alors être fondamentalement anticapitaliste, oui, effectivement, sur celui-ci. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui motive ces gens-là? C'est quoi? C'est le profit. C'est le profit. Nous, les aéroports, c'est un bien public, on est bien d'accord. C'est un emplacement stratégique. On maîtrise nos frontières, on gère. Et en fait, quand ça va être privatisé, ça va être pourquoi? Pour rentabiliser. Donc on va avoir des super boutiques, on va avoir des machins, mais on s'en fout. Sur le prix, après de la taxe sur les billets, va augmenter. Enfin, puis même dans la démarche, arithmétiquement, les aéroports nous rapportent 800 millions d'euros par an. Macron est en train de les vendre en nous disant, en les vendant et en plaçant l'argent, ça va nous rapporter 300 millions par an. Attends. Vous me suivez là? Donc on est en train de nous dire, vous allez perdre 500 millions par an, mais c'est bien. Alors est-ce que la mission de pédagogie fonctionne? Je pense au moins partiellement. Oui, il y a quand même des gens qui sont réceptifs par rapport aux arguments et qui sont toujours surpris d'apprendre qu'il y a un référendum d'initiative partagée qui a été déclenché. D'accord. Donc comme quoi, la mission d'information est importante. Il y a eu un petit manque d'informations de la part du gouvernement et des médias. Léger peut-être, non? Allez, de l'ordre peut-être de 400 fois vis-à-vis de ce grand débat formidable, heureusement, qui était d'une importance capitale et qui malheureusement n'est pas inscrit dans notre Constitution, contrairement au référendum d'initiative partagée. Et qui a mené à quoi d'ailleurs, ce grand débat? Ce grand débat, il a mené à quoi? Je pense qu'à l'époque, malheureusement, il y a eu un petit fait divers qui a un peu occupé les esprits. Et du coup, on est passé à autre chose. Je pense à la cathédrale, mais bon... Ouais. Notre-Dame qui a brûlé, donc le jour où Emmanuel Macron devait annoncer les conclusions de ce débat. C'est malheureux, alors bon, je pense que ça n'a aucun lien, mais on va dire que pour le coup, ça a permis d'éluder quelques questionnements qu'on aurait pu avoir. Pourquoi avoir dépensé tout cet argent, avoir passé tant de temps, tant d'audience à la télévision finalement pour l'avenir nous le dira. A priori, on va être à nouveau, on va nous auditer, on va bientôt nous demander notre avis. Donc je pense qu'on n'a pas fini de débattre avec ce monsieur. La notion de service public, ça lui parle à Macron? C'est notre ADN, c'est ce qui a fondé notre société. Justement, cette solidarité entre nous, cet accès aux services de base, l'hôpital, l'école. Il est en train de tout brader. Regardez l'état de nos écoles. Regardez l'état de nos écoles. Et de nos hôpitaux. Et de nos hôpitaux, mais de tout. Mais attends, l'école, c'est l'avenir de demain. Moi, quand je vois ce que mon fils fait, il est en terminale, quand je vois son programme, je prends peur. Je me dis, mais t'as pas étudié ça. Indochine, on barre, Dien Bien Phu, on n'en parle plus. On part directement de la déclaration de la guerre à l'armistice. Attends, mais il s'est passé des choses entre-temps. Le régime de Vichy, ils en parlent à peine. C'est grave, on nous lobotomise, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent nous abêtiser. Ils veulent nous rendre idiots. C'est vrai que c'est plus facile de maîtriser un peuple qui est un culte. C'est plus facile, c'est facile. On va avoir de moins en moins d'arguments. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire de nous? Je sais pas. Est-ce que vous avez signé le projet de loi référendaire sur la privatisation d'ADP? Non, je vis à l'étranger, je ne suis pas d'ici, je suis désolée, je suis française, mais... si vous êtes française, vous êtes aussi concernée par la privatisation d'Aéroports de Paris. Oui, mais je n'ai pas suivi l'actualité, donc c'est un peu dérangeant de signer quelque chose ou de donner un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Renseignez-vous. D'accord, et je ne avisez. ferai pas. Et même si vous êtes contre la privatisation ou pour la privatisation, vous pouvez signer ce projet de loi référendaire, c'est pour que tous les Français puissent s'exprimer sur cette privatisation. Pas simple de faire signer ce truc. C'est quoi?
le projet. Parce qu'ils vont privatiser l'aéroport de Paris. Ouais. Et en fait, l'Assemblée nationale a déclenché une procédure de RIP. Ah, le RIP, ouais. Référendum initiative partagée. Ok. Et donc, en fait, il faut réunir 4,7 millions de signatures de Français. Ah, c'est pas gagnant. Pour que Macron soit obligé de demander l'avis des Français pour privatiser l'aéroport de Paris. Ouais. La loi est mal faite à la base. Ouais. Déjà de base. En fait, à la base, Macron fait ce qu'il veut. Ensuite, là, il y a une petite fenêtre pour que les gens puissent dire... Pour qu'ils aillent signer. Voilà. Il faut réunir 4,7 millions de signatures. On en est à 720 000. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Et... allez-y. Hein. C'est sur le site du ministère de l'Intérieur. On va aller voir. Pièce d'identité, tac tac, en 2 secondes c'est fait. D'où on part pour l'anniversaire de ma femme. Joyeux anniversaire. Peut-être que pour les gens, la France finalement a peu d'importance. Ils vivent ici comme ils vivraient dans un centre commercial, c'est-à-dire ils se servent. Ouais, c'est ça, c'est consomme et ferme ta gueule, quoi. Ils se rendent pas compte de vers quoi on nous emmène, tu vois. Ils se rendent pas compte de vers quoi on nous emmène. Ils ont vu avec les autoroutes, avec les trucs, ce qu'ils sont en train de faire avec les hôpitaux aussi, tu vois. On est en train d'affamer le pays. Et peut-être dans quelques temps, on devra quitter la France pour aller travailler dans d'autres pays, tu vois, pour pouvoir nourrir notre famille. Ouais. C'est ça. C'est peut-être quelque chose qui peut arriver, tu vois, mais en tout cas, on est en train de prendre le chemin pour ça, et voilà, quoi. Que faire ? Je n'ai pas l'idée. On est là, on essaie de faire signer, de mettre un peu le truc. On signe les référendums, on vire les gens qu'il faut virer, et on continue la lutte et la résistance. Je sais pas ce qu'il ferait pour les réveiller, je sais pas. J'ai pas de solution. J'arrive pas à savoir. Qu'est-ce qui va les faire réveiller ? Peut-être les toucher. Alors c'est vrai qu'ils font encore 3 repas par jour, pour reprendre l'expression de... C'est la petite dame au petit, c'est ça, qui disait ouais, en même temps on fait encore 3 repas par jour, bon ça part encore en vacances, c'est pas encore trop touché. Je sais pas. Ça n'a pas de conscience, je sais pas. Mais je crois qu'ils veulent pas. C'est compliqué en plus hein, dans la contradiction d'être un opposant entre guillemets. Enfin, faut argumenter, faut avoir des arguments. C'est plus facile de suivre la pensée unique que d'argumenter à côté. Moi, quand je vois les chiffons rouges, les gilets, non, comment c'était ? Foulards rouges. Les comment ? Les foulards rouges. Ah oui, j'appelle ça les chiffons rouges, moi. Bon, ils n'ont pas d'arguments, c'est pareil. Moi, j'aimerais bien discuter avec eux. Je sais pas. Pourquoi ils se réveillent pas ? T'as une explication, toi ? J'ai une réponse. Ouais. C'est créer nos propres médias. Ah oui, ça c'est indispensable. Mais même quand tu leur parles, moi j'ai des voisins lobotomisés. Bon ok, j'essaye de leur parler, mais ils veulent même pas l'entendre. Moi j'ai une voisine qui me dit oh non mais moi le tri, l'histoire du tri, je trie pas. Je suis vraiment réfractaire, parce que je trierai le jour où on me dira qu'il y a 100% du tri qui va être recyclé. C'est-à-dire que j'ai eu une augmentation de ma taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 250 € l'année dernière. J'ai plus qu'un ramassage et on me dit tu tries et après j'apprends qu'on recycle que 10%. Bah non. Stop, où on prend la décision effectivement politiquement de trier. On me dit moi je sais pas, moi je trie ma poubelle. Donc ils veulent pas savoir, tu vois, ils veulent pas savoir parce que je pense qu'ils savent pas quoi faire après. Bon, on leur a ouvert la route, le mouvement des gilets jaunes est né, on a déroulé le tapis rouge, venez. On a fait le sale boulot là, on l'a fait le sale boulot. On s'est fait gazer, on s'est fait matraquer, je me suis pris un flashball, je méritais pas ça non plus, de dos en plus, super, bien le mec qui m'a tiré dessus. Mais bon voilà, on a fait le sale boulot, maintenant le tapis est déroulé, venez. On a mis en place tout pour que tout le monde réagisse. C'est la première fois que le peuple français a le droit de s'investir dans une décision. Donc il faut prendre ce pouvoir. Enfin, je sais pas, vous êtes là, mais les médias, ils mettent ça en sourdine, ça passe sous le tapis. Et ceux qui répondent, on n'en parle nulle part. Ceux qui y répondraient, mais ça sert à rien. De toute façon, la loi, elle va passer et ça va être privatisé. Non, il faut continuer, il faut forcer, il faut y croire. On n'a plus que ça. Si on baisse les bras, si moi je fais pas, mon voisin il fait pas, celui derrière il fait pas, il faut continuer, il faut s'acharner. C'est l'espoir, voilà. Au bout, c'est le rêve, mais avant, il y a l'espoir. Et l'espoir, il faut que ça nous fasse avancer. Il faut se battre pour nos enfants, pour les retraités, pour tout le monde. Il faut être solidaire. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et voilà, il faut agir tout de suite. Allez!